Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Navré pour l'attente, mais ça y est, voici enfin ma critique donc du nouveau Michel Gondry, 8 ans après Microbes et Gasoil. Il était temps pour le cinéaste de revenir au long métrage de cinéma, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi, le livre des solutions. Salut à tous et bienvenue dans les films de vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur le livre des solutions, le nouveau film de Michel Gondry, 8 ans après Microbes et Gasoil, que j'avais adoré. Je vous recommande vivement ce film, ce road movie sur l'adolescence, avec cette voiture maison qu'ils ont fabriquée eux-mêmes, ces jeunes garçons, et qui sillonnent les routes de France comme ça. C'est absolument magnifique, délicieux, généreux, et ça raconte en même temps l'enfance de Michel Gondry à Versailles. Donc je vous recommande vivement ce film. Il nous revient donc aujourd'hui avec le livre des solutions, qui n'est autre que l'histoire, encore une fois, de Michel Gondry, mais cette fois-ci sur le tournage de L'écume des jours, avec donc les problèmes qu'il a rencontrés. Michel Gondry, bipolaire, était en rupture de traitement et s'est retiré dans les Cévennes pour terminer son film chez sa tante, qui s'appelle Denise dans le film et qui est jouée par Françoise Lebrun qui n'est autre que Véronica, dans La maman et la putain de Jean Eustache, qui est un grand film français, qui est important de voir pour sa culture personnelle, mais aussi pour ses dialogues savoureux, véritablement, avec Jean-Pierre Léaud notamment. Je vous recommande par ailleurs de voir ce film. Et donc Denise, dans le film, qui n'est autre aussi que Suzette, la véritable tante de Michel Gondry, que l'on peut voir dans L'épine dans le cœur, qui était un documentaire en fait, qui était réalisé par Michel Gondry lui-même pour montrer sa famille. Il avait envie de montrer un peu sa famille, et notamment sa tante Suzette. Donc vraiment, c'était un film qui est passé un peu inaperçu en fait, dans la filmographie de Gondry, il faut le dire. Il a plus intéressé les jurys de festivals, etc., que les spectateurs eux-mêmes. Je ne suis pas sûr que le film était très très vu en salle, je pense que beaucoup l'ont raté. Voilà, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu en salle non plus, je l'ai vu par d'autres moyens, mais voilà, ça fait partie évidemment des films qui permettent de comprendre ou de rentrer en tout cas dans l'univers du cinéaste. Alors c'est vrai que déjà à l'époque, c'était un petit peu anecdotique, mais comme c'était sous forme de documentaire, ça passait plutôt bien. Voilà, on se disait, bon voilà, Michel Gondry nous raconte sa famille, mais à travers des images comme ça, vous voyez, les images familiales comme ça, de famille, en mode documentaire, ça passait, voilà, on se dit, bon, c'est peut-être anecdotique, mais c'est un doc. Tandis que là, nous sommes dans une fiction, et c'est là que vous allez voir, ça me dérange un peu plus. Donc nous avons l'histoire de Marc, qui n'est autre que l'alter ego de Michel Gondry, qui, lors d'un rendez-vous avec ses producteurs, va péter un câble, puisque les producteurs veulent le déposséder de son œuvre, et veulent passer le flambeau à un autre cinéaste, interprété par Vincent Elbaz. En tout cas, voilà, c'est celui qui va s'occuper du projet désormais, puisque les producteurs n'ont pas apprécié les rushs, la pré-production, la production en tout cas des quelques minutes de son nouveau film. Donc il va décider que c'est pas possible, c'est pas possible de rester ainsi. Il veut absolument pouvoir garder le contrôle sur son œuvre qui est en train de partir dans les mains d'un autre. Donc il va décider de partir avec sa monteuse et une proche collaboratrice et de se retirer donc dans les Cévennes chez sa tante, où il va pouvoir terminer son montage et son film. Alors, le problème majeur du film est que Michel Gondry, qui est normalement quand même un conteur, qui nous propose à chaque fois des fables sur justement la création, le côté artisanat, le bricolage sur ses films, etc. Ici, nous montre un peu des épisodes de sa vie, mais anecdotiques. C'est-à-dire qu'il a du mal, en fait, je trouve, à permettre aux spectateurs d'embarquer dans cette histoire véritablement. C'est-à-dire qu'on voit Marc, donc Pierre Ninet dans le film, faire tout un tas de trucs. Donc parfois il y a des idées assez sympas, parfois c'est moins sympa, moins intéressant, parfois le film est drôle, tantôt non, parfois le personnage est attachant, touchant, et par moments on a plutôt détestable. Donc voilà, on passe par plusieurs états comme ça, mais on a un peu de mal, voilà, en tant que spectateur, à voir véritablement comment embarquer, comment appréhender ce film. Alors on ne sait pas vraiment comment l'appréhender, à tel point qu'un personnage majeur du film, donc la fameuse tante, Denise dans le film, donc Françoise Lebrun, va être la seule
personne vectrice d'émotions, véritablement, puisqu'elle représente le plus finalement le spectateur qui prend du recul sur cette histoire et qui se pose les mêmes questions que le spectateur finalement. Donc heureusement qu'elle est là, c'est-à-dire qu'elle a un rôle crucial, cette fameuse tante, dans le film, parce que véritablement c'est presque, l'intérêt est plus de son côté que du côté de Pierre Ninet. Donc c'est quand même assez terrible. Alors Pierre Ninet est pourtant très bon, il est un petit peu en roue libre, bon, peu importe, mais ça lui donne un espace de jeu énorme. Je comprends d'ailleurs son intérêt d'être dans ce film, il était très fan de Gondry, qui n'accepterait pas d'être dans un film de Gondry, évidemment. Surtout après tout ce temps, il n'avait pas fait de long métrage cinéma, etc. Donc d'autant plus, donc c'est un énorme privilège, et il est très très bon dans ce rôle. C'est pas le problème, si vous voulez, mais c'est la manière dont Gondry appréhende et structure son scénario qui fait qu'on a du mal à rentrer dans son histoire. Il y a des séquences qui sont un peu mal amenées. Quand je vois dans la bande-annonce l'histoire, vous savez, là, des tuyaux d'arrosage comme ça, qui est censé donc montrer qu'il fait des films avec pas grand-chose, eh bien, dans le film, c'est montré brut de décoffrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... voilà, dès qu'il arrive chez sa tante, bim, il fait ses trucs d'arrosage comme ça, et dans le montage, c'est un peu curieux. Il ne nous raconte pas ça. C'est-à-dire que c'est une succession d'idées. Parfois, je vous dis, parfois c'est intéressant, l'histoire de l'orchestre qu'il dirige avec ce propre mouvement du corps, c'est génial. Évidemment, tout le monde est d'accord. C'est une séquence d'ailleurs dont on parle beaucoup et à juste titre, bien sûr. Michel Gondry d'ailleurs a véritablement, hein, mais ça encore une fois c'est pour l'anecdote, mais a véritablement exécuté des mouvements pour diriger un orchestre sur l'écume des jours. Et c'est absolument incroyable. C'est comme si je vous faisais ça pour les cymbales, je disais ça pour les violons, et je faisais ça pour la batterie, et je dirige un orchestre. Et c'est des idées, des trouvailles pour dire que tout le monde peut être un peu cinéaste, même si on n'a pas tous les codes, mais qu'on a l'envie, la passion et la positivité, on peut arriver à de grandes choses en autodidacte, en fait. C'est un film sur, évidemment, sur c'est un éloge, c'est une déclaration d'amour aux autodidactes, bien sûr. C'est un film qui parle beaucoup de ça. C'est un film qui parle aussi de la manière dont certains chefs-d'œuvre naissent dans le chaos, bien sûr. Et ça rappelle également que, bah oui, un tournage de film, eh bien, parfois, c'est système D. On a l'impression que tout est totalement maîtrisé, tout est parfait, etc. Et non, en fait, parfois, il y a des séquences qui naissent dans un chaos pas possible. Surtout avec un Gondry qui essaie de se maîtriser avec ses problèmes psychologiques, hein, avec, j'imagine, avec des médicaments d'ailleurs. Hein, Pierre Ninet, on le voit prendre des médicaments, c'est justement ce qu'a dû prendre Gondry dans sa propre vie. Voilà. Mais le problème, c'est que ces épisodes, en fait, de la vie de Gondry sont un petit peu... Voilà, c'est des épisodes de sa propre vie qu'il a du mal à rendre intéressants dans cette fiction. C'est-à-dire que l'épine dans le cœur, je fais le lien parce que pour moi, il y a un peu... voilà, on sent que Gondry veut parler de lui, il y a un peu sa famille avec cette tante, etc. C'est le cul un peu entre deux chaises parce que je pense... Je me demande, hein, est-ce que c'est parce qu'il a regretté la période où voilà, il aurait voulu peut-être que son documentaire L'épine dans le cœur fonctionne davantage auprès du grand public et il s'est dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion de refaire un film sur moi, mais en mode fiction avec une vedette, etc. Et ça permettrait peut-être aussi à un plus large public de rentrer un petit peu dans mon univers, mais dans ma vie personnelle, hein, plus que mon univers, dans ma vie personnelle. Certes, c'est intéressant, mais je pense que du coup, ça s'adresse uniquement aux fans de Gondry, qui veulent en savoir un peu plus, qui veulent avoir un peu des sortes d'easter eggs, hein, on peut presque dire ça, sur la vie de Gondry. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme, parce que c'est un peu péjoratif peut-être, mais en tout cas, voilà, des anecdotes, des épisodes de sa vie. Mais mis bout à bout, en fait, ces épisodes ne donnent pas quelque chose de très intéressant. C'est dommage, encore une fois, il y a des bonnes idées, le message que je viens de vous dire, même si c'est un message un peu bateau, hein, je pense que voilà, oui, on sait très bien que les films, parfois, bah oui, ça se fait pas dans les conditions optimales, que parfois il y a des aléas, comme partout, dans la vie de tous les jours, oui, on imagine. Donc, voilà, il y a des... Je pense que les sujets qu'il aborde sont intéressants, qu'il évoque du moins, ils auraient mérité d'être traités un petit peu plus, d'être aussi, comment dirais-je, critiqués, vous voyez, remis en question. Parce que là, le problème, c'est que le film a tendance à être un peu complaisant. C'est-à-dire que Gondry aime bien un petit peu voilà, parler de lui, de parler de ses anecdotes, des personnes qu'il a rencontrées. Hein. Il y a ce personnage, vous verrez, il y a un personnage dans un studio complètement paumé de musique, en plein dans les Cévennes. Voilà. Il veut raconter ces anecdotes-là. Mais vraiment, à part pour les fans, c'est un petit peu tout, quoi. Et même les fans ne retiendront qu'un film anecdotique dans la filmographie de Gondry.
Et c'est à peu près tout, quoi, sur ce... Donc voilà, je ne sais pas trop ce qui va rester de ce film, en réalité. Alors évidemment, il nous a habitués à tellement de chefs-d'œuvre, Gondry, que quand on voit ce film qui est voilà, qui est tellement sobre, alors c'est pas péjoratif d'être sobre, Microbe et Gasoil était sobre, mais il nous embarquait, en fait, sur les routes de France, comme ça, avec cette voiture maison, où les jeunes expérimentaient la vie, etc. C'était absolument fabuleux, c'était délicieux. Et il l'avait déjà fait, il s'est déjà raconté à travers ce film. Et le côté chaotique dans lequel ces films sont parfois réalisés était déjà raconté, et de manière plus virtuose, dans Be Can Rewind. Voilà, donc soyez sympas, rembobinez. C'était déjà raconté, avec ces films qui étaient faits avec 3 bouts de ficelle, parce qu'il fallait, vous savez, rééditer toutes les VHS qui avaient été effacées dans ce magasin de musique. Pardon, dans ce magasin de vidéos. Et c'est un joli lapsus, je sais pas. Mais donc voilà, et la finalité, c'est qu'on voyait le film à la fin, et avec des spectateurs. Et là, c'est un peu pareil, sans vous spoiler, bien sûr, il va y avoir une projection. Je vous ne dis pas ce qui va se passer, mais du coup, c'est comme si cette séquence servait à rien, puisqu'à aucun moment, on voit véritablement le film se construire, évoluer, même si c'est pas le sujet du film, j'en ai bien conscience. Mais le problème, c'est que c'est ce qui aurait pu peut-être rattraper un petit peu le côté inintéressant de sa vie, désolé de le dire ainsi. C'est-à-dire que c'est peut-être ce qui aurait pu permettre de faire une fable, c'est de quand même montrer l'évolution de ce putain de film, pour parler vulgairement, désolé. Parce que là, à aucun moment, à un moment donné, on nous parle de Max le renard, parce qu'à un moment donné, Gondry se réveille, enfin Marc, dans le film, se réveille en se disant « Tiens, ce serait génial, cette histoire de Max le renard. Alors, je sais plus ce qu'il a des oreilles un peu spéciales. Enfin bref, il nous fait tout un truc en stop motion comme ça, avec ses qualités de dessinateur qu'on connaît, hein, chez Gondry, bien entendu. Cette séquence est bien faite, bien entendu. Mais quel est l'intérêt ? Replacer le contexte du film, on ne comprend pas véritablement ce que c'est que ce nouveau film qu'il veut faire. Donc, voilà, c'est ça le problème. C'est le côté fictionnel du film. Parce qu'il y a des séquences qui sont intéressantes de manière autonome, évidemment. Mais c'est le film en entier, sur les 1h42 du film, tout n'est pas intéressant. Et parfois, il y a des séquences, bon, très bien. C'est comme une thérapie pour Gondry. Je pense que ce film est une thérapie pour Gondry, qu'il a un intérêt pour Gondry. Voilà, il a couché sur papier des choses qui lui font du bien. Voilà, peut-être aussi qu'il maintenant commence aussi à peut-être se désintéresser de véritablement proposer des nouveaux longs métrages de cinéma. Peut-être qu'il est arrivé au bout de quelque chose. Hein. C'est possible, c'est possible. Il a fait tellement de films intéressants, vraiment, d'avoir ne serait-ce que déjà cette carrière incroyable, c'est fabuleux. Mais c'est vrai qu'après 8 ans d'attente, on attend quand même voilà, autre chose. Là, c'est vraiment... Je dirais que c'est un Gondry un peu... je sais pas, il est à 60% un peu de son énergie, quoi. Il n'est pas à 100%, c'est pas un Gondry qui a 100% de ses capacités. C'est un Gondry qui s'assagit, qui se pose, qui devient plus sobre, qui devient plus... Bon, donc c'est dommage. C'est dommage qu'il ne soit pas à fond et que ça fasse juste un petit film, un gentil petit film, ni totalement mauvais, ni totalement bon, qui soit un peu entre les deux, bon, très bien. Si vous le ratez en salle, c'est pas catastrophique, quoi. En gros, c'est ça, c'est pas catastrophique. Et Dieu sait que, en plus, Gondry a toujours eu des thèmes très très forts dans ses films. Quand vous voyez Be Can Rewind, justement, hein, non, pardon, The We and the I, par exemple, il racontait à travers, en plus, un huis clos, pour dire ça pourrait être énorme, ça pourrait être chiant un huis clos, hein, dans un bus, avec des gamins qui sont donc dans leur dernier jour d'école avant les vacances. Et tu te dis, ouais, ça pourrait être... Il y a 1000 fois plus de raisons que ce soit plus chiant. Et ben non. Pourquoi? Parce que la structure de son scénario est tellement bien ficelée qu'il arrive à raconter, au fur et à mesure que le film avance, le fait qu'un individu ne se comporte pas de la même manière en société devant, je sais pas, devant une centaine de personnes, qu'en aparté, en one-to-one avec quelqu'un, où on enlève les masques tombent et on montre le je. Hein, il y a une différence entre le nous et le je, donc le nous en société, et le je en aparté, où on est véritablement nous-mêmes. Donc c'était très bien raconté, c'est une virtuosité incroyable. Dans La science des rêves, c'est pareil.
ce boulot un peu inintéressant dans une entreprise de calendrier, avec ce type qui s'imagine aussi tout un délire onirique et tout, c'était très intelligent. Évidemment aussi Eternal Sunshine, mais Eternal Sunshine était écrit par Charlie Kaufman, mais c'est pareil, comment on réinvente le couple, comment on repart de zéro dans le couple, justement, avec cette suppression dans la mémoire, c'est très bien vu comment on se rencontre à nouveau, un couple se redécouvre, ne savent pas qu'ils étaient ensemble dans le passé, etc. Donc il y a tout un discours là-dessus qui était magnifique, magnifique. Donc il y a énormément de pépites dans sa filmographie, c'est presque à donner le tournis. Et donc c'est vrai que quand on voit ce petit film comme ça, bon, c'est pas transcendant. Et désolé de le dire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que pas beaucoup de personnes évoquent. Tout le monde dit oui, on voit vraiment Michel Gondry jeune, on l'imagine comme ça, etc. Désolé de le dire, hein, mais je vois surtout Pierre Ninet interpréter un type qui... Enfin, je vois Pierre Ninet un peu faire du Pierre Ninet. C'est pas négatif, il est en roue libre, il se drive très bien sur ce film. Je pense qu'il a aussi une qualité d'improvisation. Alors, je ne sais pas si c'est totalement le cas dans le film, mais je pense, en tout cas, il nous y fait croire. Et sa participation dans des... Voilà, dans des émissions comme LOL, etc., de Philippe Lachaud, des apparitions comme ça dans le genre. Voilà, on le retrouve un peu en roue libre, comme s'il était un peu dans ce genre d'émission, c'est-à-dire que vraiment, voilà, le type qui est dans un état assez particulier, qui essaye de faire des blagues, mais en même temps, qui essaye d'être comme ci, comme ça. Enfin, il est encore une fois, voilà, il se drive lui-même sur ce film. Il fait un peu Pierre Ninet, quoi, hein, vraiment. Moi, je vois surtout Pierre Ninet que Gondry jeune. Bon, alors peut-être que c'est parce que Pierre Ninet, justement, est très très connu. Le visage de Pierre Ninet est tellement connu aujourd'hui qu'effectivement, quand on le voit dans ce film, c'est difficile. Et je pense que c'est difficile de faire oublier, justement. Je pense que le travail était énorme pour lui, parce que de faire oublier que c'est Pierre Ninet et qu'il faut comprendre que c'est quand même l'alter ego de Gondry, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors, c'est pareil, je vais prendre un exemple. Il évoque des choses, il montre des choses à l'écran, comme par exemple ce camiontage qu'on voit dans la bande-annonce. C'est pareil, vous n'allez pas avoir plus de minutes de camiontage, c'est un truc qu'il évoque dans le film, voilà, c'est pour faire plaisir en gros à sa monteuse, avec ce camion qui permet de monter des films, on appuie sur le klaxon, on fait un cut ou je sais plus quoi, c'est bien vu, mais il n'en fait rien. C'est-à-dire qu'il y a des idées qu'il introduit et dont il ne fait rien. Il y a des pay-in sans pay-off, comme on dit dans le milieu, en scénario. C'est-à-dire qu'il introduit des éléments qui ne ressurgissent pas après. Donc à chaque fois, on se demande si c'est vraiment important qu'on soit attentif à telle idée et à tel moment, puisque ça réapparaît pas plus tard quoi, dans le film. Donc film sympatoche, sans plus, ni totalement mauvais, ni totalement bon. C'est un peu curieux. Alors ça me fait penser un petit peu à ce genre de projet, un peu comme J'irai mourir dans les Carpates avec Antoine de Maximi. Je ne sais pas si c'est toujours utile véritablement de se raconter en mode fiction. C'est-à-dire que Gondry, c'est pareil, voilà. Quand il parle de lui, à moins que ce soit un véritable film sur l'enfance, l'adolescence comme Microbe et Gasoil, qui est absolument formidable, mais si c'est pour raconter sa propre famille, etc., il l'avait très bien fait dans L'épine dans le cœur, et en mode documentaire, ça passe beaucoup mieux parce qu'on a moins d'exigences sur le côté justement scénaristique, puisque c'est totalement bricolé avec des rushs comme ça en famille, avec des discussions. Mais là non, c'est un vrai film de fiction, donc il faut quand même intéresser le spectateur, il faut qu'il y ait une fable in fine. Voilà, donc... vraiment, c'est comme ce genre de projet, J'irai mourir dans les Carpates, Antoine de Maximi, fictionnel, et ça ne marche pas. C'est un type qui fait du reportage, c'est un type qui... Donc c'est curieux. Et je pense que Gondry, à l'image d'autres cinéastes qui ont pu faire la même chose, quand on a vu Belfast de Kenneth Branagh, quand on a vu l'excellent Armageddon Time de James Gray, ou encore The Fabelmans de Steven Spielberg, et même je pourrais en citer d'autres, Douleur et gloire d'Almodovar aussi, une partie autobiographique qui parle du cinéaste, Roma d'Alfonso Cuarón, enfin il y en a énormément, arrivent à raconter justement de manière intéressante, à faire un véritable film en s'inspirant de leur propre vie. Et ça fonctionne, parce que y a une construction scénaristique avec une évolution du personnage intéressante. Là, non, c'est Pierre Ninet qui fait tel truc, Pierre Ninet qui fait tel machin, Pierre Ninet qui... Voilà. Donc, ouais, c'est un peu curieux.
Ouais, je pense vraiment que le terme qui va me rester hein, pour parler de ce film, c'est anecdotique. Anecdotique, ça ne veut pas dire que ce soit mauvais. Anecdotique, c'est simplement que, bon, voilà, on évoque quelque chose, on ne sait pas si c'est intéressant ou pas, on l'évoque, et encore une fois, je pense que ça fait plus de bien à Gondry, qui y voit une sorte de thérapie sur ce film, je pense. Hein. Je pense que ça lui fait du bien personnellement. Pierre Ninet, qui est fan de Gondry, évidemment, puis après 8 ans d'absence de long métrage cinéma, c'est un filon extraordinaire d'arriver sur le nouveau film de Gondry, évidemment c'est très intéressant pour lui. Et il se donne en fait. Et ce qui est terrible, c'est que le pire, c'est que Pierre Ninet se donne à fond. Voilà, il donne tout ce qu'il peut en fait. Lui n'est pas mauvais. C'est pas parce qu'il est en roue libre, hein, comme je dis, qu'il est mauvais. Je dis simplement que voilà, d'y voir directement un alter ego de Gondry, c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas évident. Mais par contre, oui, il est très généreux dans sa manière de jouer. Il se donne à fond, corps et âme. On sent que voilà, il veut faire plaisir aux cinéastes qui l'admirent, bien sûr. Mais c'est pas suffisant, malheureusement, pas à cause de lui, mais à cause de la structure du scénario de Gondry. Et voilà. Et quand même, mention spéciale aussi, quand même, un peu à Blanche Gardin, qui est évidemment naturelle, qui arrive à être très juste aussi. De toute façon, elle a toujours ce côté très naturel, bien sûr. Hein. Voilà. Mais ce que je retiendrai surtout, c'est Françoise Lebrun. Voilà. Françoise Lebrun et... alors je sais, hein, je vois que je suis pas le seul à le dire, bien entendu, mais c'est vrai, quoi, faut le dire, quoi. C'est l'actrice qui c'est le personnage le plus touchant, comme ça, en plus qui a des appareils auditifs, etc., qui est plus ou moins mourante, on sait jamais à quel moment, voilà. Donc il peut lui arriver quelque chose ou pas. Enfin, Et alors à chaque fois, elle essaye de donner des conseils. C'est un peu la tante May. Ça me vient comme ça, là. Mais c'est un peu la tante May envers Peter Parker, en fait, je trouve. D'ailleurs, c'est marrant parce que Pierre Ninet ressemble davantage à Peter Parker, je sais pas, à Tobey Maguire, qu'à Michel Gondry. Enfin, faut arrêter de déconner. C'est marrant. Je trouve que c'est plutôt une espèce de Peter Parker qui serait tombé un peu du côté obscur, vous voyez ce que je veux dire. Et Tante May essaierait de le raisonner en disant « mais tu es un type bien », un peu comme Spider-Man 3, « mais tu es un type bien, je ne me fais pas de soucis pour toi, etc. » et qui va essayer de l'encourager, de le remettre dans le droit chemin. Finalement, c'est un peu ça, c'est la relation entre Tante May et Peter Parker, quoi. Ça me vient à l'instant. Mais vraiment, c'est plus ça qu'autre chose, je trouve. Bon. Toujours est-il que Michel Gondry aura, il aura de toute manière pondu tellement de chefs-d'œuvre. Ses courts-métrages, ses clips vidéo, même pour son propre groupe, aussi quand il était étudiant. Oui, hein, bien sûr, allez voir. Hein. Ses vidéos en stop-motion, c'est absolument délicieux. Ses clips vidéo à l'époque, le clip de Daft Punk, Around the World, évidemment. Vous voyez un petit peu, il a fait aussi des clips pour Björk, pour énormément de groupes, des publicités, même si c'était évidemment des prestations de services vidéo comme ça pour des publicités, mais elles sont très inspirées. Le court-métrage récent Détour aussi, tourné à l'iPhone, produit par Apple aussi, était aussi touchant, puisque là c'était le côté où il personnifiait quelque part un tricycle qui était détaché de son propriétaire, hein, un petit peu, c'est un peu le côté Toy Story du truc. Vraiment c'était très touchant, en 11 minutes il nous fait quand même verser une petite larme, donc il est encore capable, c'est juste que là, je pense qu'il a cru que c'était une bonne idée de raconter ce passage anecdotique justement du tournage L'écume des jours, et c'était pas forcément... ou alors, à moins d'avoir une idée derrière. Mais on peut pas juste faire ça et entrecouper de moments où son personnage rédige donc le livre des solutions, qui est en réalité une sorte de livre de développement personnel sur des choses qui sont, oui, un peu drôles, un peu... Ouais, c'est pas transcendant. Et en plus, le livre des solutions n'apporte rien, ne résout rien in fine à la fin du film. C'est-à-dire qu'on se demande même pourquoi il nous raconte qu'il y a un livre des solutions. On s'en fiche un peu. Vous voyez, c'est pour ça, ce qui est dommage, c'est que à force d'introduire des choses qui servent un peu à rien dans l'évolution de son scénario et dans ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, c'est juste un type, voilà, on apprend que Gondry tenait un journal, c'est tout, où il mettait des idées, très bien, on est content pour lui, mais ça ne raconte rien, ça ne raconte rien. Donc vous voyez, c'est dommage, donc c'est pas très intéressant, malheureusement c'est pas très intéressant.
Donc voilà, alors pas totalement déçu, parce qu'il y a quelques moments réjouissants, mais pas totalement convaincu non plus. Voilà, donc si vous passez à côté de ce film, c'est vraiment pas dramatique. Hein. C'est vraiment... non, c'est pas un film qui est marquant, clairement, qui sera même, je pense, dans le futur, hein, voilà, marquant dans la filmographie de Gondry. Voilà. Donc, à réserver juste aux fans qui veulent un petit peu creuser, si on veut, sur le cinéaste, bon voilà. Mais là, on sait pas trop, à part un type qui est mal dans sa tête et qui fait un peu tout et n'importe quoi, c'est tout ce qui reste un peu de ce film, malheureusement, encore une fois. C'est dommage, encore une fois, parce qu'il y a des bonnes idées, des idées. Il y a un plot de départ qui pourrait être exploité. Il pourrait être exploité, ce plot. Tout est brut de décoffrage. Les séquences doivent être mieux amenées, c'est pas possible. Ils montent des idées, ils tournent des séquences, des plans qui peuvent être intéressants, mais c'est juste pour dire, à un moment donné, je me souviens, il m'est arrivé ça dans ma vie. Alors je le montre. Oui, mais il faut que ce soit intéressant, il faut que ça raconte quelque chose. Donc ça l'est un peu parfois, mais ça ne l'est pas toujours. Je retiendrai tout de même une phrase du film qui est assez touchante quand même. C'est je suis déprimé le matin et je suis manipulé l'après-midi. Voilà, c'est-à-dire qu'on comprend que le personnage est quelqu'un quand même d'assez tragique. Hein. C'est quand même un personnage tragique, Gondry. Donc déprimé le matin, manipulé l'après-midi par des producteurs, par des personnes qui veulent casser justement son côté spontané de faire des films de telle manière, de la manière dont il souhaite en fait, très personnelle, très singulière comme on le connaît hein, bien sûr hein, dans ces films. Mais voilà, c'est ce que je retiendrai, mais c'est à peu près tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos et de me suivre sur Instagram, Steph_LFDV. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram afin d'être tenu informé des prochaines vidéos sur la chaîne ou tout simplement pour accéder à mon contenu. Alors je sais, je tarde un peu sur ma critique de second tour d'Albert Dupontel, mais elle arrive bientôt. Voilà, je vous le promets. Elle va arriver, alors ce sera peut-être pas bien en amont de la sortie, mais ce sera en toute logique donc le vendredi précédant la sortie du film, hein. Donc dans 2 semaines. J'espère pouvoir la sortir plus tôt, mais si ce n'est pas le cas, en tout cas, la critique sortira quelques jours avant la sortie, ce qui est déjà pas mal, voilà. Mais j'ai hâte de vous en parler. Donc en tout cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent vendredi, un excellent week-end, et d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!